En seulement 4 minutes foudroyantes, la fierté de la Regia Marina fut anéantie. Lors de la bataille du Cap Matapan, la Royal Navy écrasa de manière décisive la flotte italienne, malgré le fait que les Italiens alignaient plus de navires et des bâtiments plus rapides. 3 croiseurs lourds et 2 destroyers furent envoyés par le fond. Un bâtiment capital gisait paralysé et plus de 3000 Italiens périrent en mer. Tout cela au prix de seulement 3 marins britanniques et d'un seul avion de guerre. Le moral de la marine italienne était brisé et leur confiance anéantie. Pour le reste de la guerre, ils reculeraient à la seule pensée de lancer des opérations navales offensives. Cette défaite humiliante laissa Mussolini bouillant de rage, assoiffé de vengeance. Pourtant, il savait qu'il valait mieux éviter d'affronter à nouveau la Royal Navy de front. Ainsi, un plan secret fut conçu pour frapper au cœur de la flotte méditerranéenne, directement dans son repère, au port d'Alexandrie. En décembre 1941, 6 hommes grenouilles d'élite italiens chevauchant 3 petites torpilles pilotées se glissèrent dans les eaux égyptiennes obscures, se dirigeant vers les navires de guerre britanniques ancrés au quai d'Alexandrie. Un réseau impénétrable de mines et de filets anti-sous-marins s'étendait entre eux et leur objectif. Mais ces agents mortels s'étaient préparés à ce moment toute leur vie. Ils étaient déterminés à venger leurs camarades tombés et à porter un coup encore plus humiliant aux Britanniques. À la fin de 1941, la Royal Navy, jadis dominante, ressentait la pression, particulièrement sa flotte méditerranéenne. Malgré le coup dévastateur porté à la Regia Marina italienne lors de la bataille du Cap Matapan, de récents désastres avaient sévèrement affaibli cette force navale. La suprématie britannique en Méditerranée s'effritait. Les ennuis commencèrent moins d'un mois après Matapan, quand le HMS York fut coulé par des vedettes explosives italiennes, une manœuvre audacieuse des hommes grenouilles italiens de la Decima Flottiglia Mass. Alors que les tensions s'intensifiaient, les choses ne firent qu'empirer pour la Royal Navy. Le 25 novembre, le cuirassé HMS Barham connut un sort catastrophique, touché par une torpille du U-331, provoquant une explosion massive qui coûta la vie à plus de 800 marins. Le croiseur Galatea subit un destin similaire, torpillé par le U-557 le 14 décembre. Ce désastre fut aggravé quand un escadron britannique heurta un champ de mines, perdant 4 autres navires cruciaux, appauvrissant davantage la flotte méditerranéenne. Comme si cela ne suffisait pas, décembre apporta un défi encore plus grave avec le Japon rejoignant les puissances de l'Axe, forçant la Royal Navy à étirer ses ressources encore plus. La flotte méditerranéenne assiégée ne pouvait plus compter sur des renforts. L'amiral Andrew Cunningham saisit la gravité de la situation. Un autre coup significatif des forces de l'Axe pourrait coûter à la Grande-Bretagne le contrôle de la mer Méditerranée. Une telle calamité pourrait compromettre tout l'effort de guerre allié. Par conséquent, la marine britannique adopta une approche plus prudente des batailles en mer ouverte en Méditerranée. Malgré toutes les précautions, personne n'anticipait les déceptions sournoises qui allaient se déployer. L'Italie avait une longue histoire d'opérations de torpilles pilotées sous-marines, remontant aux derniers jours de la Première Guerre mondiale. 2 officiers de marine italiens dans un torpilleur modifié s'infiltrèrent audacieusement dans le port de la marine austro-hongroise à Pula, maintenant en Croatie, et coulèrent le cuirassé Viribus Unitis. Pendant l'entre-deux-guerres, les majors de la marine italienne Teseo Tesei et Helios Toschi conçurent une torpille pilotée surnommée Maiale, italien pour cochon. L'innovation impressionna le haut commandement de la marine italienne, menant au développement de vedettes torpilleurs spécialisées et à la formation de la première flottille légère en 1939. Cette unité évolua en Decima Flottiglia Mass, avec une sous-unité se concentrant sur les opérations de surface et une autre sur les missions sous-marines. En août 1940, le commandant de sous-marins Junio Valerio Borghese rejoignit la première flottille légère. Sa première mission visait la base britannique cruciale de Gibraltar, une porte d'entrée vers la mer Méditerranée. De septembre 1940 à septembre 1941, Borghese dirigea 4 raids sur Gibraltar. Le raid initial fut annulé, les 2 suivants échouèrent, mais le 4e en septembre 1941 réussit à endommager 3 navires de marchands. Cela valut à Borghese une promotion au grade de capitaine de corvette et le commandement de l'unité sous-marine de la Decima MAS. Pour Mussolini, les hommes grenouilles à pied de la Decima Flottiglia étaient inestimables,
surtout après les humiliations de la Regia Marina. Il les voyait comme la clé pour porter un coup écrasant à la flotte méditerranéenne. Alors que l'année tirait à sa fin, le haut commandement italien visait à élever leur succès, cherchant à accomplir ce que la Regia Marina avait échoué à réaliser à la bataille du Cap Matapan, la destruction des cuirassés britanniques. Les rapports d'agents à Alexandrie et la reconnaissance aérienne donnèrent à la Regia Marina une compréhension précise et détaillée des défenses du port d'Alexandrie. Une forteresse intimidante de champs de mines, de barrières de filets, d'artillerie côtière, d'emplacements de mitrailleuses et de patrouilles implacables tant sur terre qu'en mer. Une imposante digue s'étendait de la péninsule nord, enclosant presque complètement les eaux protégées du port, ne laissant qu'une seule ouverture à l'extrémité sud. Cette entrée étroite était gardée par un filet anti-sous-marin, ouvert seulement pour les navires autorisés. À l'extérieur du port, un champ de mines hérissé de mines de contact s'étendait sur 32 km au nord-ouest. Plus près du port, des rangées de casiers de homards, des mines plus petites activées à distance par radio, formaient des lignes et des anneaux mortels. Suivant le succès à Gibraltar, le commandant Ernesto Forza, supervisant le raid d'Alexandrie depuis Athènes, rassembla une douzaine des commandos sous-marins les plus anciens et expérimentés. Borghese rappela le briefing de Forza. « Nous avons besoin de 3 équipages pour une opération imminente. Tout ce que je peux révéler, c'est qu'elle diffère des missions de Gibraltar sur un aspect crucial. Le retour est hautement incertain. Qui était volontaire ?» Sans hésitation, chaque homme fit un pas en avant. De ce groupe résolu, 3 équipages de Mayal furent choisis. Le lieutenant Luigi Durand de la Penne et le plongeur de première classe Emilio Bianchi, le capitaine du génie Antonio Marceglia et le plongeur de première classe Spartaco Chergat, et le capitaine d'artillerie Vincenzo Martellotta et le plongeur de première classe Mario Marino. Un équipage de réserve, le chirurgien sous-lieutenant Sperelli et l'ingénieur Fanelli, furent également inclus en cas de problème avec les équipes principales. La mission fut baptisée Opération EA3, marquant le 3e assaut sur Alexandrie. L'entraînement débuta à leur base de La Spezia sur la côte nord-ouest de l'Italie, avec l'attaque prévue pour la nuit du 17 décembre. Les torpilles alimentées par batterie conçues pour ce raid audacieux mesuraient 6,7 mètres de long, avec une vitesse maximale de 4 km/h, une portée de 18,5 km marins, et une profondeur de submersion de 30 mètres. Chacune portait une ogive de 300 kg à l'avant, tandis que l'équipage chevauchait la section médiane, le second plongeur assis derrière le pilote. Une boîte à outils contenait l'équipement vital: coupe-filet, lève-filet, pince magnétique pour explosifs, une corde supplémentaire, tout ce qui était nécessaire pour percer les défenses intimidantes du port. Le plan de mission était un pari périlleux et audacieux. 6 hommes embarquèrent de Grèce à bord d'un sous-marin italien solitaire, entreprenant un voyage éprouvant de 2735 km vers les eaux d'Alexandrie. À l'arrivée, les commandos se glissèrent dans l'eau, montrèrent leurs torpilles pilotées spécialisées et naviguèrent furtivement vers les coques de 3 des plus grands bâtiments capitaux britanniques du port. Les quais étaient une forteresse de sécurité, hérissée de surveillance de surface et chargée de mines et de filets en dessous. Les hommes grenouilles devaient déjouer tous ces obstacles, atteindre les navires, placer les explosifs et s'échapper sans être détectés. Les cibles, le cuirassé HMS Valiant, HMS Queen Elizabeth et le porte-avions HMS Eagle seraient ébranlés dans leurs fondations alors que les charges explosives ouvriraient des brèches béantes dans leurs coques, les envoyant par le fond de la baie en quelques minutes. Les missions précédentes avaient échoué quand des avions ennemis repérèrent et attaquèrent les sous-marins de transport pendant le transit. Pour atténuer ce risque, le sous-marin italien devait voyager submergé à profondeur maximale pendant le jour, ne faisant surface que la nuit pour renouveler l'air de la cabine et recharger les batteries. À leur insu, les hommes grenouilles italiens allaient en faire face à un défi plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. L'amiral Andrew Cunningham, conscient des vulnérabilités de sa flotte, savait qu'elle était une cible privilégiée pour les attaques et le sabotage. Les Britanniques étaient pleinement conscients de la technologie italienne des torpilles pilotées et des tactiques utilisées par les hommes grenouilles italiens, ayant capturé une des torpilles lors de la 2e attaque italienne sur Gibraltar. De plus, des hommes grenouilles italiens furent détenus après la 2e attaque sur Malte.
les décrypteurs britanniques du Government Code and Cipher School alertèrent l'amiral Andrew Cunningham, commandant en chef de la flotte méditerranéenne, que des messages italiens décryptés indiquaient que Supermarina, le commandement naval italien, avait un intérêt pour le port d'Alexandrie, bien que les détails soient rares. En réponse, des filets anti-torpilles furent positionnés autour des cuirassés HMS Valiant et HMS Queen Elizabeth, ainsi que d'autres précautions renforcées. Le jour de la mission, Cunningham reçut un rapport indiquant qu'un avion de reconnaissance italien avait noté Valiant et Queen Elizabeth à leur mouillage, mentionnant la mer inhabituellement calme. Le 18 décembre, JC et CS rapporta que la reconnaissance était urgente, incitant Cunningham et son état-major à émettre une alerte à 10h25 déclarant « Des attaques sur Alexandrie par avion, vedettes ou torpilles humaines peuvent être attendues quand le temps calme prévaut. Les veilleurs et patrouilles doivent être avertis en conséquence. » Cunningham anticipait une attaque impliquant des sous-marins pilotés et des hommes grenouilles, visant probablement ses plus grands cuirassés et porte-avions. Cependant, le timing exact, l'emplacement et les détails de l'assaut restaient inconnus. En réponse, Cunningham fortifia les défenses britanniques à travers toutes les bases méditerranéennes, posant des mines supplémentaires et des filets anti-sous-marins autour des ports critiques, particulièrement le port militaire d'Alexandrie. Le moment que les Alliés avaient craint arriva le 3 décembre 1941, quand le sous-marin d'attaque italien Sirè, commandé par le capitaine de corvette Junio Valerio Borghese, appareilla de La Spezia avec 3 torpilles pilotées. Une tempête féroce le 16 décembre faillit forcer Borghese à abandonner la mission, car il dut maintenir le sous-marin submergé bien au-delà des limites normales d'endurance pour l'équipage. Inébranlable, il choisit de retarder l'attaque d'un jour. Dans la nuit du 18 décembre, le Sirè atteignit son point de lancement à l'extrémité nord du port d'Alexandrie. Faisant surface au niveau des rochers avec seulement le kiosque au-dessus de l'eau et les chambres de transport submergées, Borghese nota « Le temps était parfait, noir comme de l'encre, la mer calme et le ciel clair. » Alexandrie se trouvait directement devant, très proche. À ma grande satisfaction, je constatai que nous étions à 1 mètre près du point préarrangé. Cette précision était un exploit remarquable après un voyage de 2735 km, principalement sous l'eau et guidé par navigation à l'estime. La chance continuait alors que des messages codés d'Athènes confirmèrent la présence des cuirassés britanniques, Queen Elizabeth et Valiant, ainsi que du cuirassé français, Lorraine, dans le port. Un message félicitait également Bianchi pour être devenu nouveau père, ce que les équipages considérèrent comme un heureux présage. Les cibles principales incluaient les cuirassés britanniques et le pétrolier Sagona. Malgré le blindage lourd le long de leurs lignes de flottaison et ponts, les cuirassés avaient des fonds plats légèrement blindés et vulnérables aux explosifs placés directement en dessous. À 21h, l'équipage de réserve revêtu de l'équipement de plongée complet émergea pour entreprendre la tâche épuisante d'ouvrir les écoutilles des chambres, les chambres maillales étant sous l'eau. Les équipages opérationnels montèrent leurs torpilles. Les hommes grenouilles se glissèrent silencieusement dans l'eau, exactement comme ils s'étaient entraînés d'innombrables fois, commençant leur course audacieuse vers le port lourdement fortifié. Le lancement se déroula sans accroc jusqu'à ce que Spaccarelli, l'un des hommes, s'épuise et s'effondre inconscient sur le pont du sous-marin. Fanelli découvrit le corps inerte de Spaccarelli par hasard. Il fut rapidement ramené dans le sous-marin. Un danger plus grand surgit car Sperelli avait laissé la chambre de sortie légèrement entr'ouverte, causant une voie d'eau dans le sous-marin. Le rôle du Sirè dans la mission étant terminé, Borghese battit rapidement en retraite, luttant pour maintenir l'assiette sous l'eau. Après avoir atteint une distance de sécurité d'Alexandrie, Borghese fit surface et fit sécuriser correctement l'écoutille de la chambre. Miraculeusement, bien qu'on le craignît mort, Sperelli commença à montrer des signes de vie après 3h30. Au moment où le Sirè retourna à La Spezia, il avait presque complètement récupéré. Les 3 torpilles étaient pilotées, arrivèrent près de l'entrée du port. Les équipages firent une pause pour manger des rations et élaborer une stratégie pour percer le filet anti-sous-marin gardant l'entrée. À leur surprise, ils virent le filet être tiré de côté pour 3 destroyers britanniques entrant. Rapidement, les équipages se positionnèrent derrière le dernier destroyer, se glissant dans le port avant que le filet ne se referme. Ils se séparèrent ensuite, se dirigeant vers leurs cibles respectives.
Le lieutenant de La Penne, dont la combinaison étanche avait une fuite et l'affaiblissait dans l'eau froide, décida de manœuvrer leur torpille au-dessus du filetage entourant le HMS Valiant, plutôt que de plonger et de couper une entrée par en dessous. La manœuvre audacieuse fonctionna et la torpille se retrouva bientôt le long de la coque du cuirassé. Soudain, la torpille commença à couler inexplicablement. Les estimations ultérieures conclurent que son gouvernail s'était pris dans l'un des câbles soutenant les filets anti-sous-marins, rendant la torpille incapable de propulsion. Le plongeur la chevaucha jusqu'au fond, 17 mètres sous la surface, puis lutta pour positionner la torpille sous le cuirassé. L'effort submergea Bianchi, dont l'appareil respiratoire commença à défaillir, le rendant étourdi et désorienté. Se sentant faible, Bianchi remonta à la surface pour respirer mais perdit bientôt connaissance. En reprenant conscience, il jeta son appareil respiratoire défaillant et, n'ayant pas d'autre choix, nagea vers une bouée voisine pour attendre sa capture. Réalisant que Bianchi manquait, De La Penne remonta à la surface pour le chercher. Incapable de trouver Bianchi, il retourna à la torpille. Au cours des 40 minutes agonisantes suivantes, De La Penne, seul et contre toute attente, traîna péniblement la torpille centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'elle soit positionnée directement sous le centre du cuirassé. Il régla les minuteries et nagea vers la surface. Pendant ce temps, Marseglia et Shergat atteignirent leur cible. Le HMS Queen Elizabeth positionnèrent leur torpille sous sa coque et réglèrent les minuteries sans rencontrer les difficultés affrontées par De La Penne et Bianchi. Marseglia et Shergat évitèrent ensuite une patrouille côtière et se glissèrent dans Alexandrie. Quand Martellotta et Marino atteignirent finalement leur cible, le pétrolier Sagona, Martellotta devint violemment malade, vomissant à cause de l'exposition et de l'inhalation d'oxygène pur de son appareil respiratoire. Martellotta resta à la surface tandis que Marino positionna la torpille sous le pétrolier et régla les minuteries. Après avoir accompli la tâche, les deux commandos nagèrent vers le rivage, seulement pour être promptement capturés. Les événements qui suivirent furent chaotiques et intenses. Alors que De La Penne remontait à la surface et retrouvait Bianchi, un projecteur les illumina soudain et une rafale féroce de mitrailleuses les força à se rendre. Ils furent immédiatement faits prisonniers. Les deux hommes grenouilles furent d'abord amenés à bord du Valiant et brièvement interrogés. Ils furent ensuite déplacés vers une cabane de sécurité à terre avant d'être ramenés au Valiant, confinés dans une cabine sur le pont le plus bas du navire. Les Britanniques soupçonnaient que le Valiant était piégé d'explosifs et croyaient que les Italiens révéleraient leur emplacement s'ils tenaient à la vie. Toutes les 3 torpilles étaient réglées pour exploser à 6 heures du matin. À 5h50, De La Penne demande à voir le capitaine du Valiant. Il informa le capitaine que le navire allait bientôt exploser, mais refusa de fournir plus de détails. Pour son refus, De La Penne fut renvoyé dans sa cabine. À 6 heures précises, la charge sous le Valiant détonna, envoyant des vibrations dans tout le navire et projetant Cunningham, qui se trouvait sur la plage arrière, à 1,5 mètres dans les airs. Cunningham avait eu raison au sujet de l'attaque imminente, mais il ne s'attendait jamais à ce qu'elle se produise directement sous ses pieds. Miraculeusement, De La Penne et Bianchi survécurent à l'explosion. Les Britanniques interrogèrent de férocement les hommes capturés, tentant d'extraire des informations sur d'autres explosifs, mais les commandos italiens restèrent inébranlables. Alors que l'interrogatoire continuait, des groupes frénétiques de marins britanniques et de prisonniers italiens fouillèrent désespérément les 2 cuirassés à la recherche d'explosifs supplémentaires. À précisément 6h15, une explosion colossale déchira la coque du HMS Queen Elizabeth, fracassant 3 de ses compartiments de chaudière. Moment plus tard, le pétrolier Sagona, qui ravitaillait d'autres navires, explosa dans un tonnerre assourdissant. Les commandos capturés échangèrent des regards fiers. Malgré leur captivité, ils avaient réussi à paralyser la flotte méditerranéenne. La dernière paire de commandos parvint à se glisser hors du port. Le plan de mission stipulait que tout commando évitant la capture devait trouver un bateau et faire rendez-vous avec le sous-marin Zafiro, qui avait été dépêché à cette fin. Cependant, la police égyptienne appréhenda Marseglia et Shergat 3 jours plus tard pour comportement suspect. Même avec les 6 hommes grenouilles en garde à vue britannique, les dégâts étaient irréversibles. Leur mission audacieuse avait porté un coup significatif, laissant une flotte jadis puissante chancelante de cet assaut dévastateur. Avec seulement 6 hommes capturés, la marine italienne réussit un exploit extraordinaire,
coulant un pétrolier crucial, endommageant un destroyer et neutralisant 2 bâtiments capitaux pendant des mois. Cette victoire stupéfiante modifia dramatiquement l'équilibre du pouvoir naval en Méditerranée. L'amiral Cunningham imposa un blackout total de l'information pour tromper les puissances de l'Axe en leur faisant croire que la mission avait échoué. Dans une session secrète de la Chambre des communes le 23 avril 1942, le Premier ministre Winston Churchill informa le Parlement de l'attaque et du triomphe des hommes grenouilles italiens. Il conclut: « Tant le Valiant que Queen Elizabeth furent tôt coulés sur une quille légale. Ils avaient l'air normaux vu du ciel. L'ennemi ignora pendant quelque temps le succès de leur attaque. » Cependant, Churchill se trompait. Les 8 et 9 janvier, le haut commandement italien émit des bulletins confirmant que Queen Elizabeth et Valiant avaient été sévèrement endommagés. Le pouvoir naval avait maintenant basculé en faveur de la Regia Marina. Avec les lignes d'approvisionnement désormais ouvertes, les forces de l'Axe sous le général allemand Erwin Rommel pouvaient être facilement réapprovisionnées, positionnant l'Italie pour potentiellement dominer le théâtre méditerranéen. Malgré cette opportunité, Borghese était furieux de ce qu'il percevait comme une chance gaspillée, accusant le haut commandement allemand d'échouer à fournir suffisamment de carburant à l'armée de l'air et à la marine italienne pour capitaliser sur leur avantage. À la fin de 1942, avec l'opération Torche à l'ouest et l'offensive de la 8e armée britannique à l'est, les Alliés avaient regagné l'initiative, renversant une fois de plus le cours des événements.